Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous d'Antoine pour un numéro exceptionnel, car aujourd'hui je reçois quelqu'un que les habitués de la chaîne Miasme TV connaissent déjà depuis un petit moment, quelqu'un qui est en train de crever on va dire la toile sur Internet. Il s'agit de Silvano Trotta. Salut Silvano. Salut Antoine, quel accueil. Et oui, et aujourd'hui ça va être l'émission Vérité, hein, tout ce que vous avez voulu savoir de Silvano Trotta sans jamais oser le lui demander. On va essayer de creuser ensemble aujourd'hui euh, eh bien, l'univers de Silvano Trotta, parce que en quelques mots, c'est quoi l'univers de Silvano Trotta? C'est sur sa chaîne YouTube, 117 000 abonnés à la date de mi-juin, on va dire, 222 vidéos, plus de 10 millions de vues, ça commence à faire, hein. Et puis 90 vidéos quasi quotidiennes pendant toute la durée de pandémie. D'ailleurs, c'est simple, Silvano, je crois que tu es passé de 15 000 abonnés avant la pandémie à 100, 115, 117 000 abonnés à aujourd'hui. Est-ce que tu t'y attendais à ça? Non, pas du tout, pas, absolument pas, parce que ma chaîne n'était pas destinée à ça. En plus, tu vois, dans ce que tu dis, il y a plein de vidéos aussi qui ont été censurées par YouTube. 4 parmi pour cette pandémie-là, plus 2 avant la pandémie, dont une vidéo à 1,5 million de vues. Donc tu vois, et ça, c'est enlevé ensuite des compteurs. Mais bon, c'est la censure YouTube, il faut l'accepter ou pas. Donc moi, je l'accepte pas, mais donc ça se terminera au tribunal. Ouais, ah ouais, t'en as effectivement parlé dans l'une de tes vidéos d'ailleurs. Alors 1,5 million de vues, c'était ce qu'elle avait fait sur ta chaîne à toi, sachant qu'il y a d'autres youtubeurs qui reprennent tes vidéos. Honnêtement, tu devais facilement avoir doublé, voire triplé le chiffre quand on sait que de ton côté, t'es limité. Tiens d'ailleurs, on va faire un petit exercice, tu vas voir, assez drôle. Je vais faire un partage d'écran. Donc, on va faire un petit exercice, Silvano. Euh, on va utiliser deux navigateurs différents, Mhm. Google et Ecosia. Donc, Google, qui est lié à YouTube, hein, on va mettre Silvano Trotta. Mhm. Voilà, 239 000 résultats. On voit qu'il y a quelques vidéos dont aucune ne sont Aucune des des vidéos miennes. de ta chaîne. Ouais. D'accord. Et ensuite, on retrouve un certain nombre d'informations sur Ah, ça toi. c'est nouveau, là. L'interview de François elle vient d'arriver, ça c'est pas mal. Ouais, on en reparlera Ah, un peu. Conspiracy Watch. Eh ben Ah, oui. le vaccin va vous tuer, l'offensive numérique des antivax. La justice annule la révocation de citoyenneté au Trotta. Épidémie de coronavirus. Oh, c'est marrant ça. Hmm. On va y revenir un petit peu sur tout ça. Et puis le deuxième, allez, C'est fou ça. Ecosia, Silvano Trotta, Silvano Trotta. Ah, déjà, il y a ta chaîne qui est en première Ouais, ligne. Ici, on retrouve des vidéos de ta chaîne. ouais. Voilà, Bousségui, Ufologie et Sciences, etc. Et on a encore à nouveau ta chaîne. Et ensuite, on commence à avoir des articles te concernant. Ah, c'est fou ça. Ouais. Alors, donc, on parlait de censure. Euh, Du coup, t'en penses quoi de... Ah non, mais je suis complètement censuré par Google et par YouTube, hein. Depuis effectivement cette vidéo de 1,5 million de vues. Et de plus, je pense aussi même être censuré au niveau du nombre de vues. Ça, c'est sans prétention aucune, mais moi, tu sais, j'ai fait des études de sciences économiques et gestion et pendant 3 ans, on a bouffé des statistiques et des calculs de probabilité. Et si tu veux, quand je vois que j'ai mes vidéos maintenant qui plafonnent à 50, 60, 70 000 vues, et quand je vois le nombre de gens qui m'écrivent de partout en France, on a vu tes vidéos, on partage tes vidéos,
Je suis arrêté dans la rue maintenant. C'est juste la probabilité, elle est de zéro avec 50, 60 000 vues par vidéo, tu vois. Elle est vraiment de zéro. Puis j'ai retrouvé plein de vieux copains. Sylvano, je regarde tes vidéos. J'ai des clients, des fournisseurs qui avant, bah, évidemment, soit on en parlait, hein, évidemment. Moi, j'ai jamais eu peur de parler ufologie, de parler paranormal avec qui que ce soit, de vérité cachée. Mais là, maintenant, c'est tous, quoi. C'est tous. C'est absolument un truc de fou. Et c'est vrai que pour le coup, pour le vivre de l'intérieur, on en discute assez régulièrement, je suis ta chaîne assez régulièrement, je vois les chiffres des autres youtubeurs qui reprennent tes vidéos, qui ne sont pas forcément des youtubeurs avec beaucoup d'abonnés et qui explosent au niveau des vues. Et toi, effectivement, tu as une espèce de plafond de verre. Et on veut t'empêcher de parler, mais sans vraiment vouloir t'empêcher de parler, sauf quand vraiment ça gêne. Et d'ailleurs, c'est cette fameuse vidéo 1 million de vues, 1,5 million de vues, pardon. Et comme tu l'as dit, François, tu as fait un papier là-dessus. Explique-nous en 2 mots comment ça s'est passé. C'est eux qui t'ont contacté? Oui, oui, c'est le directeur de la publication de François. François, d'ailleurs, que je salue au passage. Enfin, de nouveau, on retrouve de vrais journalistes d'investigation qui font des dossiers ultra poussés. C'est quand même été les seuls à avoir interviewé au monde, tout de suite après la sortie de l'étude honteuse du Lancet, son auteur, le docteur Mera. Donc, franchement, bravo à François. Donc, ils m'ont contacté pour discuter de choses et d'autres, hein, et pour savoir un petit peu comment se passait cette censure qui est un petit peu, tu vois, qui est un peu maligne, quoi. Même s'il y a quand même 4 vidéos qui ont été supprimées totalement, sans aucune raison, et notamment une vidéo où c'est des avocats qui s'exprimaient, quoi. Donc là, on touche des droits constitutionnels de base, parce qu'un avocat a le droit de dire absolument ce qu'il veut en France, quoi. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, pour les gens qui te découvrent depuis 2-3 mois, hein, depuis toute cette affaire du Covid-19, c'est qu'à la base, ta chaîne n'est pas forcément une chaîne qui était axée sur le Covid, voire même pas du tout. Tu as eu plusieurs sujets, on va dire, santé alternative. Mais comment est-ce que toi, tu définirais ta chaîne initialement à la base? Mais moi, j'ai fait une chaîne par passion, hein. Pourquoi? Parce que effectivement, quand j'étais sur Facebook, que j'avais aidé une amie sur un groupe qui s'appelait Ufologie Alien. Oh purée, j'ai même oublié le titre du groupe. Ufologie and Alien Ufologie Theory. et Alien Theory. Et qu'ensuite, toi, tu m'avais invité à faire des chroniques sur miasme. Et qu'ensuite, je recevais beaucoup, beaucoup d'interrogations, que j'avais monté ma chaîne, parce que j'arrivais plus du tout à suivre sur Facebook, parce que tu sais, Facebook, c'est quand même assez particulier. Tu écris un article, mais ensuite, il se perd, tu vois, dans le fin fond de Facebook. Quand tu veux le retrouver, c'est pas bien. Tandis que là, sur YouTube, c'est quand même beaucoup mieux de faire des émissions synthétiques que tu peux retrouver assez rapidement. Moi, j'avais décidé de faire des émissions sur mes passions, qui ici ont toujours été mes passions, effectivement, la santé alternative, hein, les vaccins, les produits naturels, l'immunité, que des choses dont on a complètement, absolument pas parlé pendant toute cette pandémie. Ensuite, des sujets d'ufologie, hein, mais en France, on ne peut pas parler d'ufologie, comme on ne peut pas parler de vitamine C, parce que sinon, on est synthétisé comme gourou, complotiste. En Allemagne, on a guéri beaucoup de patients, aux États-Unis aussi, uniquement avec des injections de vitamine C. Et l'ufologie, on en parle librement dans tous les pays, y compris au Congrès, hein, aux USA, pour te dire. Enfin, imagine demain, le Parlement français parler ufologie, les poules auront des dents. Donc ici, on rigole. Toutes les émissions qui ont été faites sur l'ufologie, c'est pour un petit peu se moquer, sauf des émissions très intéressantes sur des chaînes, on va dire, qui ont été traduites justement de l'anglais et de l'amérique, des émissions américaines. Parler du paranormal, parce qu'il n'y a que ceux qui ne s'intéressent pas au paranormal qui trouvent ça loufoque. J'ai déjà démontré qu'au XIXe siècle, de grands scientifiques s'intéressaient au paranormal, au chamanisme, parce que c'est des cultures très très anciennes, la médecine chinoise, enfin tout ça m'intéresse depuis toujours. Et donc effectivement, avec cette chaîne que je faisais par passion, quand j'ai vu l'arrivée de cette pandémie en Chine, évidemment, j'ai observé ça parce que je suis aussi un lecteur assidu
que ce soit du point de vue financier, boursier, économique, stratégique. Je m'intéresse à beaucoup de sujets et j'ai toujours une passion le matin très tôt de lire un petit peu rapidement la presse internationale, ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, parce que pour être bien informé, tu peux pas te limiter à la France, hélas. Et donc, j'ai vu cette pandémie en Chine. Toi et moi, je crois qu'on a commandé des masques sur Amazon à peu près au même moment. C'était mi-janvier environ, pour te dire, parce qu'on se disait, bah, est-ce que c'est dangereux ou pas. Et j'avais vu avec une grande interrogation une page s'ouvrir sur Telegram sur Info Covid, un live Info Covid. Je me suis dit, tiens. Donc, c'est un type qui disait qu'il s'intéressait à l'actualité en Chine sur cette pandémie, mais comme il en avait marre de répondre à plusieurs de ses amis, il avait décidé d'ouvrir une page. Bon, moi, je ne sais pas si avec 15 amis, je m'étais intéressé, j'avais des sources directement de la Chine. Je pense que j'aurais ouvert un groupe sur Telegram ou sur WhatsApp ou sur Messenger avec tous mes amis dedans, quoi. Une grande page comme ça. Et lui, au départ, il n'était pas du tout inquiet. Et puis après, il a donné beaucoup, beaucoup de fausses informations. Donc je me suis dit, là, il y a quelque chose de louche. Il y a vraiment quelque chose de louche. Et après, je suis tombé sur professeur Raoult, quoi. Mais quand je te dis, c'était au début. L'IUHU Méditerranée avait 150, quelque chose comme ça, abonnés. Il faisait sa première intervention sur le Covid, a dû faire 300 vues. Et puis, il m'avait l'air serein. Il disait, bah, ça sera une grippe de plus, il ne faut pas s'inquiéter. Les virus respiratoires en France causent chaque année 60 000 morts. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous commencez à compter le nombre de cas et le nombre de morts en Chine, quoi? Alors lui, d'abord, je me suis dit, lui, c'est un extraterrestre quand même, parce que c'est complètement dingue qui parle comme ça. Et donc, je l'ai suivi, et là, j'ai vu un truc énorme, c'est-à-dire que je ne savais pas au départ que ces infectiologues-là étaient classés, tu sais, comme on faisait des concours pour des champions, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, qu'il avait un classement et qu'on avait en France, à Marseille, le meilleur infectiologue au monde, quoi. Je me suis dit, waouh! Et c'est là que j'ai découvert l'IHU de Méditerranée. J'ai un très bon ami marseillais, évidemment, fanfaronne, mais comment ça, Sylvano, tu connais pas l'IUHU Méditerranée? Mais c'est la référence mondiale, c'est là. Et puis j'ai découvert effectivement que le professeur Raoult avait été primé à l'Académie de médecine, qu'il avait eu des titres, qu'il avait fait des recherches, les publications qu'il avait faites étaient énormes, qu'il avait découvert des bactéries, qu'il leur avait donné même son nom. C'était énorme. Alors je me suis dit, bah, on va écouter quand même un petit peu de plus près ce que dit ce monsieur, quoi. Et puis c'est là qu'il se met à parler de chloroquine et d'hydroxychloroquine. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi il parle de ça? Parce que les Chinois parlent de ça. Je fais des recherches rapides, je trouve des, des études parues dans le Lancet en 2002, Antoine, 2002, qui dit qu'effectivement, on s'aperçoit que l'hydroxychloroquine détruit la charge virale. Et de quoi? Du SARS-CoV-1, qui partage à 76% son patrimoine génétique avec le SARS-CoV-2, donc le Covid-19. Et donc je dis, bah voilà, quoi, on sait ça depuis 2002, c'est normal qu'ils testent ça, et donc ça fait baisser la charge virale. Et puis après, j'ai assisté à l'attaque incroyable contre l'hydroxychloroquine et à tout ce que je dénonçais tout seul, pas tout seul, je schématise un petit peu, je prêchais dans le vide quand je disais que Big Pharma n'était pas là pour nous soigner, mais pour faire de l'argent. Et là, on en a eu la démonstration, mais en direct, quoi. En direct. Ces médecins de plateau payés par Gilead et autres grosses sociétés pharmaceutiques qui venaient sans avoir vu un patient, dégommer le meilleur infectiologue de France, des types comme Cohn-Bendit venir traiter Didier Raoult de Charlot. Je me suis dit, je suis en train de... Il faut que je me pince, là, je vais me réveiller parce que c'est juste pas possible. Il y en a qui disent, ouais, mais il y a 66 millions de Français qui se sont transformés en infectiologues. Moi, je ne me suis pas transformé en infectiologue. J'ai écouté le meilleur d'entre eux. Et il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi Christian Perron qui, en ce moment, est en train de parler sur tous les plateaux parce qu'il y a son livre qui sort, qui est quand même a été aussi président de la haute autorité scientifique, qui disait, mais attendez, de quoi vous nous parlez là d'études randomisées, placebo en double aveugle, alors que les résultats semblent énormes. Et quand il y a plus de... Parce que le professeur Raoult a eu plus de 91,7% de réussite avec son protocole. Donc, quand on atteint de tels niveaux, on n'a plus besoin de faire
un placebo, parce qu'un placebo, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a mal à la tête, on essaye un nouveau médicament pour lui réduire sa migraine, on va lui donner un médicament, on va lui donner un placebo. Effectivement, puissance de l'intention et de l'esprit, 20 à 30% en général, qui prennent un placebo, c'est-à-dire, on va prendre une mie de pain, n'ont plus mal à la tête. Donc déjà là, rien que ce fait-là, qu'on prenne référence à un placebo, donc c'est-à-dire un mécanisme totalement inconnu par ces scientifiques qui se disent vouloir tout expliquer par la science, l'effet placebo guérit 20 à 30%. Et un médicament n'est agréé que s'il dépasse, alors je ne sais plus, mais 20 à 30% l'effet placebo naturel. Donc, quand on est déjà à 91,7%, il n'y a pas d'effet placebo à vouloir étudier, ça n'existe pas. C'est dans toute littérature médicale. Donc là, on a vu une chose incroyable se passer, c'est-à-dire qu'on laissait les gens à la maison avec du Doliprane, et on ne voulait pas les guérir avec des antibiotiques parce qu'on n'avait pas testé alors que ça donnait 91,7% de résultats positifs. Donc on a tué des gens en les laissant à la maison. Ça, c'était le premier effet du Covid, en sachant qu'il y a le deuxième effet, le confinement. Les gens qui n'ont pas pu être soignés pendant ces quasiment 3 mois, parce que même si le confinement a duré 2 mois, il y a des gens, entre le début, avant le confinement et l'après-confinement, les gens n'ont pas eu accès à l'hôpital. Donc, il y a eu, par exemple, entre 2 à 3 fois plus de crises cardiaques. Rien que cet item-là, en France, il y a 40 000 crises cardiaques, personnes qui meurent de crise cardiaque par an en France. Tu divises ça par 4 trimestres, ça fait 10 000. S'il y en a 2 à 3 fois plus, ça fait 20 000. Ou 10 000 personnes qui sont mortes de crise cardiaque uniquement à cause du confinement parce qu'elles n'ont pas pu être sauvées, sans compter les autres maladies, les cancers, et donc toutes ces pathologies-là, parce que souvent on veut comparer à la Suède qui n'a pas confiné, ouais, sauf que la Suède, elle a 0 mort indirecte du Covid. Tous les gens continuaient à être soignés et elle a un taux de létalité plus faible que la France. Tout ça au final pour s'apercevoir de quoi? Que le taux de létalité, c'est-à-dire que si on divise le nombre de morts par le nombre de cas testés positifs au Covid, c'est la France qui est la plus mauvaise élève au monde. C'est-à-dire que c'est la France où on a eu le plus de morts, avec des taux de létalité dans certains hôpitaux de près de 20%. Donc au lieu de chercher des noises à Didier Raoult qui a sauvé des gens, il ferait mieux de chercher des noises aux gens qui n'ont pas soigné, en sachant qu'en plus, on cherche des noises à l'hydroxychloroquine, à ses effets secondaires, et on a démontré sur la base Vigibase de l'OMS, c'est-à-dire une base qui recrute les médicaments depuis 1962, et que le paracétamol a plus d'effets secondaires cumulés que l'hydroxychloroquine et la chloroquine, y compris des effets secondaires dans le domaine cardiaque. Là, on reproche à l'hydroxychloroquine et à la chloroquine de donner des problèmes cardiaques. Donc voilà, le paracétamol, c'est pas de l'eau douce, comme dit Gérard Modrux dans son blog. Et à partir de là, moi, j'ai eu beaucoup d'interrogations parce que, comme tu le sais, je suis parfaitement bilingue, je suis double de national, franco-italien. Et je suivais ce qui se passait en Italie qui était en avance et j'avais des informations sur l'Italie. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo qui a fait 1,5 million de vues parce que je ne comprenais pas. Un matin, j'ai vu un médecin urgentiste américain qui disait « Mais moi, j'ai l'impression de tuer les gens quand je les intube. Ça ne peut pas être un problème d'oxygène. » Et moi, il était vraiment peiné, il ne comprenait pas ce qui se passait parce qu'il disait « Il faut arrêter les intubations. Je suis persuadé que ce n'est pas ça. » J'ai l'impression, il disait que c'est comme une maladie, quand on arrive trop vite en haute altitude, on est en manque d'oxygène et ça sert à rien d'intuber. Et moi, je ne comprenais pas quand j'ai vu cette vidéo. Je me suis dit, attends, mais en Italie, on a résolu le problème, puisqu'il y a un professeur italien qui dit que ce n'est pas un problème d'oxygène, c'est un problème de circulation sanguine et que le sang n'arrive plus dans les poumons. Donc, ça ne sert à rien, effectivement, d'intuber si le sang n'arrive plus aux poumons. Et donc j'ai mis ça, et puis j'avais mis le traitement de Sabine Palliard-Franco, qui est un médecin généraliste, qui elle a dit moi je donne des antibiotiques et des anticoagulants, et j'ai 100% de résultats. Même des vieilles personnes de 97 ans qui avaient les poumons pris ont été guéries. À partir de là, je ne comprenais pas. Et donc j'ai fait ces 3 petits côte à côte,
J'ai eu plein d'appels de médecins qui m'ont dit mais oui, mais c'est vrai, maintenant on a compris. J'ai même posté des vidéos, on voyait des médecins réagir en live à ma vidéo en disant mais attends, je comprends pas comment ça se fait que c'est un youtubeur qui est dans le télécom, comment ça se fait que ça remonte pas d'en haut. Et moi j'avais exactement les mêmes réactions. Comment ça se fait que l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ne prennent pas les avancées de ceux qui sont justement les plus avancés dans le domaine de la découverte, hein, c'est-à-dire les pays comme la Chine et l'Italie, la Corée du Sud, qui ont été les premiers impactés. Et pourquoi ils ne diffusent pas ça aux autres? Ça devrait être son rôle premier, quoi. Et donc, plus personne ne comprenait. Donc, à partir de là, les médecins ne comprenaient pas et m'appelaient. Les avocats ne comprenaient pas et m'appelaient. Et ils disaient tous une de leurs premières phrases: je ne suis pas complotiste. Ouais, c'est exactement ça le fond du problème, c'est que très vite, eh bien, pour pouvoir discréditer, on va dire, le message et puis les informations surtout que tu partageais, parce que je rappelle que, et tu l'as très bien dit, hein, tu n'es pas infectiologue, tu es juste en capacité de pouvoir lire dans d'autres langues, en italien, en anglais, etc. Tu compiles les informations et surtout tu sources toutes les informations que tu donnes. C'est-à-dire qu'à la fin de chacune de tes vidéos, tu donnes les liens de toutes les axes, les faits que tu as énoncés. Et donc, ça, à un moment donné, ça dérange quand il y a quelqu'un qui fait de l'analyse comme ça, non pas uniquement sur le côté franco-français, mais qui va aller voir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, l'autre côté du monde, comment ça se passe, et puis on s'aperçoit que ça se passe différemment, voire même ça se passe mieux ailleurs, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Quand il y a un lanceur d'alerte qui commence à s'exprimer et à toucher juste, eh bien, il y a derrière toute la légion de ce qu'on appelle de débunkers, la légion de personnes qui vont venir traiter les lanceurs d'alerte de complotistes pour pouvoir salir, on va dire, l'information qui est donnée. Et on l'a vu très bien, on l'a très bien vu tout à l'heure sur le partage d'écran de la page Google. Hein. Finalement, c'est que les fake news qui remontent sur les premières lignes de Google. Donc du coup, j'ai un petit peu creusé. Alors, tu en as eu beaucoup hein, qui te sont tombés sur le dos depuis que tu as pris un petit peu de notoriété. Tu as eu l'extracteur, tu as eu Defecator, est-ce qu'il est revenu à un moment donné, il me semble. Alors, j'ai essayé de trouver un site qui avait l'air un petit peu sérieux, de par son nom, qui s'appelle l'Observatoire du conspirationnisme. Donc, j'ai été voir ce qu'il disait sur toi. Et en fait, il te définit comme un influent vidéaste conspirationniste. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas? On va essayer de comprendre. Hein. Donc, j'ai lu la suite. Alors déjà, j'ai été chercher la définition du conspirationniste. Parce que conspirationniste, c'est quelqu'un qui défend la théorie d'une conspiration organisée pour manipuler l'opinion. Donc, c'est pas quelqu'un qui va comploter pour renverser un gouvernement ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste qu'il défend une idée comme quoi il y a une manipulation générale. Alors, avant d'aller plus loin, comment tu te définis, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu te définis effectivement comme un conspirationniste? Est-ce que l'étiquette de conspirationniste te dérange pas ou alors c'est pas du tout ça? Bon. Si la définition c'est de chercher la vérité, quand tu trouves et quand tu cherches, quand tu trouves cette vérité, effectivement, là tu vas rentrer dans le fait qu'il y a une conspiration, hein, parce que la conspiration là de Big Pharma, franchement, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment qu'ils dorment. Hein. C'est soit ils sont collés à BFM, ils l'ont pas vu, mais même là sur BFM hier est passé Christian Perron. À mon avis, s'ils avaient jamais entendu Christian Perron avant, ils ont eu un choc, hein, parce qu'il est passé à 18h15. Voilà, quand il dit que on aurait pu éviter sur les 30 000 morts 25 000 morts, je ne sais pas comment ils prennent cette information si c'est la première fois qu'ils entendent. C'est quand même Christian Perron, professeur, il est à l'hôpital de Garches et en plus, il était président de la Haute Autorité Scientifique. Donc effectivement, si les recherches que l'on fait mènent au fait qu'on est manipulé comme des marionnettes par Big Pharma, qui manipule les hommes politiques en les finançant, on a bien vu maintenant les conflits d'intérêts énormes au grand jour entre tous ces médecins de plateau télé qui ne voyaient pas de patients et qui protègent
à tout prix Big Pharma, à tout prix le futur vaccin et surtout pas l'hydroxychloroquine. Et puis là maintenant, même l'azithromycine, un antibiotique macrolide qui est en générique, hein, qui est prescrit, qui a été prescrit, parce qu'il y a la base Cerno qui a à peu près 800 000 médecins dans le monde, c'est un réseau social professionnel, médical, 800 000 médecins. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous avez utilisé le plus pour combattre le Covid, à 52%, donc on peut résumer à 400 000 médecins qui ont prescrit de l'azithromycine. Un truc de fou, quoi. Et un tout petit peu moins l'hydroxychloroquine, qui était encore en vente libre jusqu'au 12 janvier. C'est-à-dire vente libre, j'allais à la pharmacie, je demandais une boîte de Doliprane, on me la donnait. Je demandais une boîte de Plaquenil, on me la donnait. Avant le 12 janvier, en sachant que c'est vendu depuis 40, 50, 50 ans. Et là, maintenant, ça a tous les maux, quoi. Ça donne des crises cardiaques, ça tue. J'ai même vu un article sur un média mainstream que ça pouvait conduire au suicide, Antoine. Ça pouvait conduire au suicide. Alors, c'est sûr que si tu bouffes toute la plaque de paracétamol, ça conduit aussi au suicide, certainement. Si tu bouffes toute la plaque d'hydroxychloroquine, il peut y avoir des effets néfastes. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'Agence du médicament française n'a pas fait de son boulot pendant 50 à 60 ans, quoi, et qu'il y a des choses à revoir. On ne peut pas laisser un tel poison en vente libre pendant des années sans s'apercevoir que ça provoque autant d'effets indésirables. Donc là, tu vois, c'est tellement voyant, et que si dénoncer ça, c'est être conspirationniste, pour la définition que tu viens de dire, oui, je suis conspirationniste. Voilà, au moins, ça c'est dit, comme ça, on ne pourra même plus t'attaquer sur le sujet. Alors, si on continue donc le site de l'Observatoire du conspirationnisme, il s'avère que tu révèles, et c'est pour ça que tu es conspirationniste, les vérités cachées sur les ovnis, la Lune, les vaccins, les phénomènes paranormaux, l'incendie Notre-Dame, les chemtrails ou encore les attentats du 11 septembre. En fait, on t'attaque même pas finalement sur bien tout le traitement de l'information que tu as fait sur le Covid, mais sur ce qui fait l'origine de ta chaîne, parce que peut-être que ça fait pas sérieux pour certains. En tout cas, comme ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, tout ça c'est de la conspiration, c'est de la loufoquerie. Donc, à partir du moment où tu vas étudier le phénomène OVNI, tu ne peux pas sérieusement étudier les impacts du Covid-19, etc. Alors, du coup, ce qui pourrait être intéressant pour les personnes qui t'ont découverte sur cette période de 3 mois du Covid, c'est justement qu'on repasse ensemble tous ces sujets, alors 5 minutes, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et que tu donnes un petit peu la synthèse de ces sujets. Après, on va renvoyer des gens à tes vidéos, parce qu'effectivement, à chaque fois, tu as fait des vidéos d'1h30, 2 heures, pour bien approfondir le thème, mais que tu donnes, toi, ton opinion, ce que tu as retenu sur ces sujets. Et puis après, les curieux iront sur ta chaîne, et puis montrer ainsi si effectivement tu es un grand loufoque, voire un grand gourou, parce que j'ai aussi vu que tu étais un gourou. Oui. C'est quoi la définition de gourou? Parce que je l'ai perdu, celle-là. Ça devient compliqué, la définition de gourou maintenant. Alors pour moi, à mon époque, un gourou, c'était un mec qui répandait effectivement de fausses informations pour attirer des gens faibles d'esprit autour de lui, pour pouvoir profiter d'eux et surtout s'enrichir. Voilà. Bon, pour l'enrichissement, c'est raté. J'espère que tu n'en as pas besoin. Et, alors déjà, tous ceux qui me dénigrent, comme tu dis, les débunkers, déjà j'ai eu la surprise de voir que ces débunkers qui me dénigraient déjà sur tous les sujets là que tu traitais, ont été tous des anti-Raoult, anti-hydroxychloroquine, et derrière, ceux qui préconisaient de rester à la maison et donner du paracétamol. Donc ça, c'était déjà quand même une très grande surprise. En sachant qu'il y en a eu des nouveaux, l'extracteur, qui pensent que derrière l'anonymat, derrière un faux nom, un faux blog, on ne peut pas retrouver qui il est, on sait parfaitement qui il est, et puis il aura bientôt des nouvelles devant la justice à rendre, parce qu'il a fait beaucoup de diffamations, pas contre moi, pour moi, c'est rien du tout ce qu'il a fait, mais contre d'autres personnes. Alors, on va parler, tiens, du 11-9, parce que
dire que ne pas croire en la version officielle, c'est être conspirationniste, alors je le suis. Parce que pendant cette crise du Covid, le 25 mars dernier, est sorti le rapport de l'université de Fairbanks aux États-Unis, co-signé par l'association des 5000 ingénieurs et architectes. Alors, dans ces ingénieurs et architectes, ce n'est pas les ingénieurs qui fabriquent ta maison chez toi à la maison, mais c'est plutôt ceux qui fabriquent de gros ouvrages, des grandes tours, des grands ponts, et qui conclut quoi? Ce rapport que vous pouvez télécharger sur le net, de l'université de Fairbanks, que la WT7 est tombée grâce à une démolition contrôlée. Alors je vous rappelle qu'un avion s'est encastré dans la WT1, un avion s'est encastré dans la WT2, les deux se sont effondrés, mais il y a eu une troisième tour à quelques centaines de mètres plus loin qui s'appelle la WT7, appartenant à Larry Silverstein, qui lui avait la location des deux, de la WT1 et de la WT2 également, qui s'est écroulée. Et là, on voit bien que c'est une démolition contrôlée. Alors évidemment, il faut le prouver. Eux sont arrivés à le prouver que c'est une démolition contrôlée. Sauf le problème, c'est qu'une démolition contrôlée d'une telle tour comme ça, c'est des mois de préparatifs. C'est pas, tiens, je vais appuyer sur un bouton, la tour va s'écrouler. Donc ça, c'est le 25 mars. Est-ce qu'on en a parlé en France? Zéro, nada. On a été tous préoccupés par le Covid. Est-ce qu'on en a parlé ailleurs? On a été tous préoccupés aussi. Ils étaient aussi tous préoccupés par le Covid. Et ce rapport, pouvez-vous le fournir? Donc, on vient de prouver que la WT7 s'est écroulée par une démolition contrôlée. Donc, c'était préparé à l'avance, donc ils le savaient. Donc, comment peut-on encore croire? J'invite tout le monde à regarder mes deux émissions. D'abord, à faire le test, de savoir leur connaissance sur l'affaire du 11-9 et surtout ensuite de regarder l'excellent documentaire de mon ami Massimo Mazzucco sur la vérité cachée du 11-9. Voilà. Après, les gens, c'est leur bon sens qui les guidera. Alors juste pour finir sur le 11-9, pour toi, c'était quoi l'objectif derrière tout ça? Ouf, c'est très long. C'est vraiment très très long. En quelques mots, allez, on va résumer. Il faut savoir que juste avant le 11-9, il devait y avoir le 19, exactement la veille, il devait y avoir, on avait conclu qu'effectivement, un petit comptable américain avait découvert qu'il y avait un trou dans le budget du Pentagone de 2300 milliards de dollars. Un trou de 2300 milliards de dollars. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer ce que ça représente, cette somme. Et en fait, de fil en aiguille, on arrive encore à des trous encore plus énormes dans tout le budget américain. C'est un petit comptable qui a trouvé ça. Et donc, le 19, on avait conclu qu'il fallait effectivement entendre et auditionner tout le monde sur ce trou phénoménal, parce qu'on ne savait pas où était passé l'argent. Le 11-9 est passé par là. Adieu, le trou phénoménal du Pentagone, plus personne n'en a parlé. Il fallait trouver l'ennemi. Toute l'Amérique s'est mise debout contre l'ennemi et on a commencé à raconter encore des mensonges. Est-ce que je suis conspirationniste de dire qu'à l'époque, je disais qu'il n'y avait aucune arme de destruction massive en Irak? Pourtant, Colin Powell avait dit qu'il y avait des preuves absolues d'armes de destruction massive en Irak devant tout le peuple américain. En Angleterre, le Premier ministre d'alors, le nom m'échappe, avait dit à tout le peuple anglais, nous avons des preuves irréfutables qu'il y a des armes de destruction massive en Irak. Chez nous, en France, Jacques Chirac ne les a pas crues et n'a pas voulu envahir l'Irak. Il n'y avait aucune arme de destruction massive, comme tout le monde le sait, en Irak. Donc, qui est le menteur? Ceux qui étaient au pouvoir ou moi, le conspirationniste? C'était moi, encore une fois. Voilà. Donc, après, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'on est en pleine affaire Enron aussi. On est en pleine. Il y avait beaucoup d'affaires qui venaient de la crise de 2008, qui avait failli mettre à genoux la faillite de Lehman Brothers. C'est éminemment complexe, l'affaire du 11-9. Mais sachez que Larry Silverstein, pour ces deux tours, donc il les avait prises en location, avait pris une assurance de 7,5 milliards de dollars si les deux tours étaient détruites en même temps. Alors évidemment, une assurance comme ça coûte cher. Si c'est 7,5 milliards de dollars,
on peut considérer que c'est une assurance qui doit coûter quand même aux alentours de 200-300 millions de dollars par an. Est-ce que toi, tu prendrais une assurance si tu dépenserais 200-300 millions de dollars par an, ça, si les deux tours sont détruites en même temps? Et en même temps, il a pris une assurance du même niveau pour la WT7. Donc à la fin, il n'a pas eu 7,5 milliards de dollars, parce qu'on négocie toujours avec les assurances, mais il a reçu 5,5 milliards de dollars pour les deux tours. Et il a reçu beaucoup plus qu'il n'en faut pour la WT7. Voilà. Et ce jour-là, chaque jour, il se rendait à son bureau, à la WT1. Et ce jour-là, quand il a voulu partir, sa femme lui a dit: mais mon chéri, ne pars pas. Tu sais que tu as rendez-vous chez le dermatologue. Ah, il a dit: ah bah oui, c'est vrai. Et grâce à sa femme, donc, il n'a pas été à la WT1, parce qu'il avait rendez-vous chez le dermatologue à 11h. Délit d'initié. Bon, ça, on ne le saura pas. En tout cas, voilà. Ah, l'initié a été prouvé sur la vente à perte d'actions de compagnies aériennes aussi, hein. Le dossier est tellement lourd sur le 11-9 pour celui qui veut s'intéresser. Il y a des enquêtes minutieuses, mais commencez par ma vidéo, La vérité cachée du 11-9. Elle est, vous allez déjà comprendre un gros morceau de l'histoire. C'est ça. Aujourd'hui, je pense qu'on peut difficilement continuer à croire la thèse officielle de l'attentat terroriste qui ont détourné à coups de cutter trois Boeing. Voilà, il faut vraiment arrêter de croire ces versions officielles, surtout quand elles sont énormes. On ne dit pas de tout mettre en cause, mais quand il y a beaucoup de chercheurs indépendants qui ne sont pas du tout de ces milieux dits conspirationnistes et qui mettent des faits sur la table, bon, voilà. Donc, je vous invite à regarder voilà, ces deux vidéos sur le site de Sylvano. Vous verrez, c'est très édifiant, et puis après, continuez à faire vos propres recherches. C'était quand même pendant la pandémie que ce rapport est tombé, le 25 mars. Mais ensuite, le 11 avril, concernant l'ufologie. Donc là, l'ufologie, c'est dingue, quoi. C'est juste l'ignare qui ne peut pas croire à l'ufologie alors que il y a tant de vidéos, tant de témoignages, mais pas que depuis la nuit des temps, quoi. Même dans les livres anciens, des peintures où il y a des objets que l'on ne sait pas définir. Mais quand même, le 11 avril 2020, Paris Match a publié une interview exclusive de Alain Juillet. Alors, Alain Juillet, c'est qui? C'était l'ancien directeur des renseignements à la DGSE. Et donc, il s'exprime sur les ovnis. Et il dit que les ovnis, le phénomène ovni échappe à la dimension terrestre. Vous vous rendez compte? Et donc, il s'appuie aussi sur je vous laisserai le lien, je vous donnerai le lien à Antoine sur son extraordinaire interview sur le phénomène OVNI. Il y a 2 vidéos dedans, c'est assez long. Donc, il a interviewé dans une émission qui s'appelle OVNI, une affaire d'État. Et en plus, on montre que même maintenant, l'armée américaine a déclassifié des documents. On voit quand même sur les écrans radars d'avions F-16 américains capturer des ovnis, quoi, mais qui ensuite filent à une vitesse quand même extraordinaire. Pareil, avant cette pandémie, l'Angleterre s'était aussi engagée à déclassifier de nombreux documents sur le phénomène ovni. Avec le Covid, ils l'ont repoussé à juillet. Ensuite, vous aviez déjà avant, en 1991, l'armée belge qui, pour la première fois, a collaboré avec le public sur la fameuse vague belge entre novembre 89 et surtout, on va dire, février 92, mais qui s'est un petit peu prolongé au-delà. Et donc, l'armée belge a quand même compilé 750 pages de rapports. Et là aussi, on avait des captures d'écran radar et ensuite ce qui capturait s'échappait à des vitesses de Mach 16, mais non pas horizontalement, verticalement. Alors déjà, un avion qui casse le mur du son à un Mach, ça fait un bruit terrible, hein, surtout s'il est bas. S'il est bas, il le casse 16 fois horizontalement, tu as les murs qui tremblent, tu as toutes les vitres qui cassent. Hein. Mais par contre, s'il le casse verticalement, là, tu as un cratère en dessous. T'as un cratère. Donc, il suffit de s'intéresser à ça. Et donc, Alain Juillet, cette
Cette interview, elle est très longue. Et puis, il parle aussi, évidemment, de tous les secrets qui ont été déclassifiés de l'armée américaine et de la Navy américaine. Donc voilà, c'est tout. Donc, Alain Juillet, conspirationniste, ancien patron de la DGSE française, des services de renseignement français, et conspirationniste. Donc, je suis conspirationniste avec lui. Alors, tiens, j'ai quand même 2 questions à te poser sur le phénomène OVNI. Déjà, la première, c'est est-ce que toi, tu as eu une expérience propre là-dessus? Est-ce que tu as assisté à un phénomène? Ah oui, j'ai déjà vu des ovnis, bien sûr. Mais alors, on définit bien le terme, hein. OVNI, objet volant non identifié. Parce que, hélas, beaucoup de gens traduisent OVNI égale extraterrestre, égale. Et non, OVNI, ça veut dire ce que ça veut dire, objet volant non identifié. C'est quelque chose qu'on voit dans le ciel et que l'on ne sait pas identifier. Donc, moi, j'ai vu des OVNI et je ne les rattache pas du tout à une expérience que j'ai vu quelque chose d'extraterrestre. Déjà, j'ai vu ces fameux triangles noirs de la fameuse vague belge, hein. Donc, triangle noir avec 3 boules aux 3 extrémités et une boule centrale au centre. Bah là, si l'armée belge les a vus, des millions de Belges l'ont vu, 10 millions de Français, moi j'ai des témoignages sur ma chaîne, les dessins sont tous les mêmes. Ça, je veux dire, c'est quelque chose en plus que l'on observe quand on écoute les spécialistes. On a des témoignages depuis plus de quasiment 100 ans. 100 ans. Parce qu'il faut toujours aller aussi, tu sais que je suis passionné d'histoire, il faut toujours aller dans les anciens livres. On décrivait déjà ce genre d'engins. Ils étaient tous fous, ils étaient aussi conspirationnistes de décrire des engins pareils. On a des vieilles gravures qui datent du 15e, du 13e siècle, qui dessinent des engins où on ne sait pas ce que ça peut représenter. Donc ça, j'en ai déjà vu des triangles, notamment un qui est vraiment passé au-dessus de ma maison un soir d'été. Il devait être à peu près entre pas loin de minuit. J'étais très déçu parce que distinctement, je le voyais vraiment très bien, quoi, hein, avec les yeux. J'avais que mon iPhone, je l'ai pris en photo et dans l'iPhone, ça donné une grosse patate, une grosse boule, quoi, toute dégueulasse. Donc c'est là aussi, souvent les gens disent ouais, mais pourquoi on peut pas les attraper en photo parce que maintenant tout le monde a un appareil photo dans la poche. Ouais, mais de nuit, ces appareils photos-là ne donnent strictement rien, strictement rien. C'est même pas la peine d'essayer. Il faut vraiment vraiment que ce soit à la limite même plus un photographe, hein, professionnel qui calcule les ISO, qui calcule tout ça pour faire une belle photo de nuit, parce que sinon on n'attrape rien. Oui, sauf que si c'est un photographe professionnel qui prend une belle photo de nuit, on va dire que la photo elle est fake parce que forcément il faut se préparer, ça devient compliqué. Oui, ça aussi, pourquoi il a eu la chance à ce Voilà. moment-là, tout ça, ouais, c'est vrai. Ouais, il y a toujours des arguments de toute façon quand on ne veut pas croire en rien, mais je veux dire, en quoi ça gêne, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a par exemple, dans Future Science vient de dire, ils ont calculé, pour eux, il y aura, alors je ne sais plus, 20 ou 60 populations extraterrestres dans la galaxie. Pourquoi penser, quand on pense à l'immensité de l'univers, qu'on peut être tout seul? Mais au-delà de ça, parce que ça, on s'en fout, parce qu'il y en a qui disent que c'est impossible de dépasser la vitesse de la lumière et que donc le voyage serait trop long. Mais quand on étudie l'histoire, une fois de plus, l'homme, les scientifiques, à un moment donné, ont toujours été sûrs de tout savoir. Et les autres, c'était des idiots. Il ne faut pas oublier qu'on a brûlé Giordano Bruno, vif, à Rome, hein, parce que Giordano Bruno avait dit que la Terre n'était pas le centre du monde, que la Terre tournait autour du Soleil et qu'il y avait plein d'autres mondes et qu'il y avait plein d'autres races. On l'a brûlé parce qu'il a dit ça. On voulait brûler Galilée parce qu'il avait dit que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil. Tu vois? Et donc chaque fois, on a été sur les scientifiques, les mêmes que les débunkers, on peut les appeler des débunkers de toute génération, ont toujours été là. Ils pensent qu'ils savent tout, alors qu'ils savent rien. Alors que tu demandes à un astronome, il s'est expliqué 5% de l'univers, mais il ignore ce que c'est les 95 autres pourcents, et il est défini dans énergie noire et matière noire. Il a trouvé 2 termes, c'est sympa, c'est l'énergie noire et la matière noire. 67% est énergie noire et le reste matière noire. Mais eux savent tout. Eux savent absolument tout. Et là, on a quand même quelqu'un qui dit que Alain Juillet, qui doit savoir des choses, hein, parce que effectivement, ancien patron du renseignement, il dit que ça échappe à la dimension
terrestre. Ça échappe à la dimension terrestre. Évidemment, il y a d'autres dimensions. Ceux qui pensent qu'on est juste dans un univers à 3 dimensions, parce que nous, on est capable de voir que 3 dimensions, ben écoute, ils évolueront jamais, les pauvres. Hein. Ouais. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question. Tu en as un petit peu parlé. Donc, le phénomène OVNI, c'est difficilement. Aujourd'hui, avec toutes les preuves qu'il y a, mais partout dans le monde, même le gouvernement canadien, avec le projet. C'était le Premier ministre canadien qui en a parlé. Il y avait le projet aussi Disclosure, etc. Bon, il y a suffisamment de preuves aujourd'hui pour dire que des phénomènes OVNI, en France, je crois qu'on les appelle maintenant des PANI, c'est ça, PANI, phénomènes aéronautiques non identifiés. Il y en a, il y en a partout, il y en a de tout temps. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des extraterrestres à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des extraterrestres sur Terre? Donc, toi, tu as ta conviction profonde par rapport à l'existence d'extraterrestres, on va dire, dans notre sphère terrienne. Parce qu'après, dans le reste de l'univers, voilà, c'est comme tu l'as dit, hein, il est infini l'univers, donc il peut y avoir une infinité de types de vie. Mais par rapport à la Terre, toi, quelle est ta conviction là-dessus? Moi, comme je te l'ai dit, Antoine, on vit dans un univers, un multivers, un multidimension. Pour moi, on vit dans un univers de conscience organique et d'information. La vitesse se transmet à une vitesse phénoménale, un peu partout. Il faut vraiment s'intéresser à ça et ne pas se limiter à il y a un univers, il y a un vide interstellaire, et puis on tombe sur une planète, et puis sur cette planète, il y a une autre vie. Non, non, on vit dans un univers multidimensionnel. Si on n'arrive pas à trouver 95% de la masse de l'univers, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et aujourd'hui, de plus en plus, même les scientifiques sont à peu près, je veux dire, il n'y a pas un scientifique, alors évidemment, ils ne vont pas déclarer ça comme ça sur les plateaux télé, en disant oui, oui, on vit dans un multivers, un univers de conscience, mais on va y arriver. Donc je pense qu'il y a d'autres entités qui vivent sur cette Terre, bien entendu, dans d'autres dimensions. Et je ne sais pas s'il faut les appeler extraterrestres ou pas, parce que finalement, c'est peut-être aussi des terrestres. Et nous, on pourrait aussi leur apparaître comme des extraterrestres. Mais tu verras qu'on va aboutir à de nombreuses surprises. Là encore, pendant cette pandémie, il y a eu deux affaires. Une, c'est des scientifiques en Antarctique, même si maintenant on essaye un petit peu de cacher tout ça, qui ont observé le déplacement de particules telles que le neutrino et qui sont absolument convaincus qu'il y a des univers parallèles, parce que les mesures ne correspondent à rien, quoi. Et donc, on a dit non, mais en fait, ils n'ont pas vraiment dit ça, c'est pas un univers parallèle, c'est parce que si, parce que ça. Tu as toujours les débunkers qui arrivent, qui savent tout. C'est dingue, ces débunkers savent toujours tout. Quoi. Il y a un scientifique qui fait une découverte qui sort un petit peu de la réalité, il y a des débunkers qui viennent lui expliquer. Le type, ça fait 30 ans qu'il étudie le truc, mais le débunker, lui, il vient lui expliquer tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ces débunkers, c'est pas des génies, quoi. Pourquoi ils n'ont pas, je sais pas, moi, des multinationales, ils savent tout sur tout, plutôt que de faire des vidéos sur YouTube, quoi. L'autre affaire assez rigolote, c'est qu'on vient de découvrir, ils disent ça, des structures, ils appellent ça des structures mystérieuses au centre de la Terre, tu vois, à plus de 2700 km. Et là, les scientifiques, parce qu'on a des nouveaux équipements qui permettent de scruter au plus profond, et ils viennent de découvrir des structures. Donc là aussi, on ne connaît pas le noyau de la Terre. Il y en a qui disent, depuis, moi, comme toi, on m'a appris à l'école que le noyau de la Terre était composé de fer en fusion. Moi, je veux bien, mais bon, que de fer en fusion, pressurisé. Moi, j'y crois pas. C'est ma liberté de penser. Après, il y en a qui savent tout. Donc, ils vont t'expliquer si, c'est du fer en fusion parce que je l'ai vu. Non, personne ne l'a vu. Et après, il y a les phénomènes paranormaux. Alors, ceux qui n'ont pas été confrontés à des phénomènes paranormaux et qui n'ont jamais étudié les phénomènes paranormaux, sachez qu'il y avait les scientifiques, même au début du XXe siècle, étudiaient les effets paranormaux, et de très, très grands scientifiques. Et je veux dire, là aussi, il faut regarder mes vidéos, comme par exemple ufologie, apparition mariale, paranormal, apparition mariale, nos origines. Apparition mariale, ils vont aussi dire que ça n'existe pas. Pourtant, les apparitions mariales, c'est légion. Je peux dire, je ne sais pas combien de livres vont vous parler d'apparitions mariales, que ce soit ici en France, à Lourdes, que ce soit au Portugal, à Fatima, que ce soit actuellement en Bosnie-Herzégovine, à Medjugorje.
Des apparitions mariales, il y en a partout. Celui qui dit que ça n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas, ça veut dire qu'il ne l'a pas lu. Il dit que ça n'existe pas par rapport à ce que lui a décidé dans son petit esprit tout étroit que ça n'existait pas. Comme si moi je disais, non, les chiffres, ça n'existe pas parce que ça ne m'intéresse pas. Les chiffres ne m'intéressent pas. Donc, c'est chaque fois quand on ne s'intéresse pas à quelque chose qu'on dit que ça n'existe pas. Mais si on s'y intéresse, le fait est évident. Après, il y a aussi, mais je ne l'ai pas entendu à la télé. Le vu à la télé, c'est ce qui fait le plus mal, quoi. Le vu à la télé. Je ne l'ai pas vu à la télé, donc ça ne peut pas exister. Je ne l'ai pas entendu aux infos, donc ce n'est pas vrai ce que tu dis. Est-ce que vous avez entendu que le 24 mars, il y avait un rapport de l'université de Fairbanks qui est sorti prouvant la démolition de la WT7? Non, donc vous n'y croyez pas. Pourtant, il est là, le rapport. On peut vous le mettre dans les liens, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez le lire si vous maîtrisez la langue anglaise ou vous faire traduire par quelqu'un qui lit l'anglais. Donc voilà, et puis maintenant, il y a des études aussi sur la quatrième partie de cette émission, c'était sur nos origines, sur l'évolution chromosomique de l'homme. Et là aussi, vous avez des biologistes moléculaires comme Pietro Buffa qui disent que c'est pas possible. On est en phase d'une translocation génétique. Donc, quelqu'un ou quelque chose qui a modifié un chromosome humain pour le changer. Qu'est-ce qu'il est, lui? Il est conspirationniste, il est fou? Non, il est biologiste moléculaire et il a reçu le prix Marie Curie. Donc, c'est une des plus grandes récompenses en biologie moléculaire. Qu'est-ce que vous voulez faire? De toute façon, là aussi, dès qu'un scientifique sort un petit peu de l'ordinaire, il devient tagada. Luc Montagnier, il était prix Nobel, il était génial, il était super. Il dit que pour lui, le SARS-CoV-1, c'est peut-être une création de laboratoire. Il devient sénile. Jean-Pierre Petit, il a développé la MHD. Maintenant, il y a beaucoup de scientifiques, certainement les Russes, ont mis au point la MHD et on disait que Jean-Pierre Petit était sénile. Non, il avait juste 30 ans d'avance. Quand Philippe Guillemont raconte qu'on peut modifier son passé, on dit qu'il est fou. Par contre, quand c'est Alain, ça y est, le nom m'échappe, un des plus grands mathématiciens au monde, c'est un Français, qui dit qu'on peut effectivement modifier son passé, là, on n'ose trop rien dire, parce que c'est quand même un des plus grands mathématiciens au monde. Mais comme c'est très compliqué, comme il l'explique lui, on dit, de toute façon, ça ne va pas intéresser grand monde, ils ne vont pas comprendre, donc on va laisser faire. C'est tout à fait ça le problème, le fond du problème en définitive, c'est que pour pouvoir faire évoluer les choses, on est obligé de sortir un petit peu du cadre établi. À partir du moment où tu commences à sortir du cadre établi, eh bien, tu fais peur. Tu fais peur parce que soit tu vas partir dans tous les sens, soit tu vas trouver une solution qui risque de révolutionner complètement le système existant et donc de faire perdre des intérêts à des gens qui profitent, en tout cas qui jouissent du système existant. Mais ça a toujours été, hein, c'est la théorie systémique, c'est qu'à un moment donné, le système évolue parce qu'il y a eu une innovation qui est venue souvent de quelqu'un dont on n'attendait pas, et puis c'est devenu révolutionnaire, et finalement tout le système après s'est mis à l'innovation. Donc ce qui, à un moment donné, paraît conspirationniste, peut devenir, ou pas, c'est pas forcément non plus une règle, à un autre moment, la norme établie. Donc, clairement, il faut s'ouvrir à tout ça, mais surtout faire ses propres recherches, ses propres constatations, et puis établir sa propre vérité, parce que toi, tu ne cherches pas à imposer tes vérités, tes points de vue, tu exprimes tes points de vue parce que tu as envie de partager tes découvertes, mais maintenant, tu t'es déjà trompé, c'est pas grave, tu t'as déjà mis dans le mille, tant mieux. Voilà, les choses évoluent, et c'est comme ça qu'on avance. Pour faire une analogie, et j'ai retrouvé le nom du mathématicien français, c'est Alain Connes, C-O-N-N-E-S. Donc, c'est une sommité dans le domaine il a révolutionné les algèbres et von Neumann. Et donc, quand lui dit on peut modifier son passé, la moindre des choses, quand même, c'est l'écouter, quoi. Pas dire, oula, lui, il est tombé sur la tête. Mais on va faire une simple analogie avec les débunkers. Si, admettons, on n'est pas en 2020, là, mon Antoine, on est en 1920, tu vois. Donc, on ne discute évidemment pas par visio. Tiens, justement, on raconte qu'on est dans une salle et on raconte que dans 100 ans, toi et moi, on va pouvoir faire une émission, et donc on essaye d'expliquer aux gens ce que ça peut être un écran.
un écran comme là on a, toi et moi, ce que ça peut être des logiciels, et on dit que tout ça sera possible, et on montre un morceau de caillou, de la silice. Et tout ça, on dira, ça sera possible grâce au silicium. On pourra transmettre des images, on sera loin. Bon, quasiment là, toi, on est à 1000 km, on se parle. En 1920, on essaie d'expliquer ça à une grande salle. Bah, tu aurais tous les grands de bunker qui diraient, mais ceux-là, ils sont fous, il faut les interner. Ils sont malades, quoi. Ils ont besoin d'un psy, parce qu'ils racontent des bêtises. Voilà, Jules Verne, il faisait bien rire, mais il était précurseur sur beaucoup de choses. Et là, grâce à ce morceau de pierre, de silicium, on fait tout ça. Et donc, si tu essayais d'expliquer en 1920 que grâce à un morceau de pierre, le silicium, on allait faire tout ça, on te mettait chez les fous. Ou alors qu'un autre morceau de pierre, du lithium, on allait pouvoir faire des batteries, construire des véhicules rechargés par l'énergie solaire, on te mettait aussi chez les fous. Alors après, la vraie question, c'est est-ce que les débunkers, finalement, débunkent parce qu'ils sont sincères et qu'ils sont persuadés d'avoir raison, et puis voilà, c'est plus leur ego qui parle, ou est-ce que derrière, il y a une volonté de vouloir faire taire les personnes qui sont débunkées, et pour les empêcher, voilà, d'aller vers on va dire une piste qui se rapprochera de la vérité, et qui fera des dégâts collatéraux par rapport aux intérêts financiers de certains. Alors moi, j'ai trouvé quand même un début d'explication là, parce que je les traitais toujours de débunkers professionnels. Et j'avais déjà eu une alerte quand, tu savais, j'avais été pris avec le débunker qui s'appelle AstronoGeek. Donc le type qui sait tout, absolument sur tout, c'est un génie. Mais de profession, il est photographe à Sarah Altroff, mais bon, il faisait des photos de mariage, pourquoi pas? On peut faire des photos de mariage et être très, très, très intelligent. Et donc, il débunk tout, il m'a débunké tout. Et il s'est attaqué à moi, notamment sur les crop circles. À l'époque, d'abord, Umberto Molinaro, je te rappelle. Donc, j'avais invité Umberto Molinaro qui avait été squeezé un petit peu de tout partout, en les traitant d'éliminés. Et donc, moi, j'avais fait une émission pour protéger Umberto Molinaro, parce que, en fait, l'histoire, c'est qu'ils avaient fabriqué un faux crop circle sur Sarah Altroff, et ils avaient fait venir FR3, tout ça. Umberto était venu, il avait dit oui, oui, il y a de l'énergie ici, ici. Mais ils n'avaient pas compris, les débunkers professionnels, que la puissance, la pensée, elle est créatrice, et c'est très puissant. J'avais expliqué dans mon émission Ufologie, paranormal, apparition mariale, nos origines. Où là aussi, il y a des études qui ont été faites, notamment avec des instruments de mesure, sur la puissance de la prière, donc la puissance de l'énergie psychique qui est libérée. Et il est vrai, je l'avais dit dans cette émission, qu'il y a des gens qui sont c'est gentil hein, dans ma bouche, un peu illuminés, ils attendent le sauveur et tout. Ça fait la fortune de Bourillon avec les Raéliens qui fait payer une fortune en leur disant ça, c'est un gourou. Et ben voilà, donnez-moi 2000 € par an, et quand les Elohim vont revenir sur Terre, eh ben vous serez sauvés, vous aurez une place dans leur soucoupe. Ça, c'est un gourou, parce que lui, il bâtit une fortune mais colossale sur la naïveté des gens. Là, je suis d'accord. Moi, j'ai jamais demandé d'argent. D'ailleurs, tous ces débunkers ont tous des chaînes où ils demandent de l'argent pour les soutenir, mais j'ai jamais rien demandé. Hein. Et donc, j'avais effectivement ces illuminés qui attendent toujours qu'on vienne de sauver, le sauveur extérieur, au lieu de se penser à se sauver eux-mêmes. Ben, ils créent une puissance psychique parce qu'ils sont pas en prière, mais quasiment en grande méditation, qui donne beaucoup d'énergie psychique. Donc, quelqu'un qui arrive, que le crop il soit vrai, que le crop il soit faux, où il y a des gens qui sont déjà en méditation, ben, je peux te dire que tu as beaucoup d'énergie dans ce lieu. Beaucoup, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a trouvé ça. C'était parce que c'était un instrument de mesure qui servait à mesurer de la micro-radioactivité nucléaire. Hein. Il y a des gens pour aller qui en faisaient leur métier, pour quand quelqu'un voulait construire une maison, on voulait voir si on n'est pas sur une nappe de radon, tu sais. Souvent, le notaire dit vous êtes sur une nappe de radon, il va falloir attention, parce que effectivement, prendre de petites doses de radioactivité, c'est pas bien grave, mais quand tu vis 30-40 années au même endroit que tu dors, ça peut être dangereux.
Et donc, on mesurait cette micro-radioactivité. Et puis un jour, il passe devant une église, et puis le machin, il fait bip, 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 bip. Et l'autre, il dit, mais attends, on a oublié de l'éteindre. Il dit, ah oui, bah écoute, il dit, mais pourquoi ça bip? Il fait, écoute, c'est pas grave, de toute façon, on a rendez-vous, on reviendra après. Ils vont à leur rendez-vous, ils reviennent à l'endroit où ils étaient, c'était là où il y avait une église avec un immense parking, c'était aux États-Unis. Et l'appareil ne fait plus bip bip. Alors tu dis, mais attends, mais pourquoi il bipait avant? L'autre, il dit, mais je sais pas. Le temps, il marchait avant, il a marché après. Pourquoi il marcherait plus là? Il fait, écoute, on reviendra demain. Et l'autre, il dit, et quand même, avant, quand on est passé, le parking était plein. Et maintenant, le parking, il est vide. En fait, il y avait une messe. Donc, ils sont revenus le lendemain, à la même heure, quand il y avait la messe, et l'appareil, il fait bip, 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 bip. Donc là, ils étaient convaincus que l'appareil mesurait autre chose que la micro-radioactivité nucléaire. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, en fait, ils ont vu que cette micro-radioactivité avait les mêmes, alors je ne sais pas si fréquences, ondes, je ne suis pas assez spécialiste pour ça, que l'énergie psychique de gens qui sont en prière et que ça dégageait. Et après, ils ont été dans d'autres lieux, justement à Medjugorje, où chaque jour, il y a 70 000 pèlerins qui arrivent en Bosnie-Herzégovine, puisque il y a la Vierge de là-bas, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui apparaît à 4 médiums qui la voient, un peu toujours le même schéma qui se répète, comme à Lourdes, comme à Fatima, comme dans tous ces lieux-là. Il y en a, je ne sais pas, 1870 apparitions mariales de répertoriées. Et donc, ils ont vu que ça dégageait de l'énergie psychique. Et après, il y a même des savants atomistes qui ont fait des essais avec d'autres appareils. Et chaque fois, ils mesuraient la puissance de l'énergie psychique. Il n'y aurait rien de plus puissant que l'énergie psychique dégagée par quelqu'un. Et donc, c'est ça que j'expliquais pour défendre Umberto Molinaro, parce qu'en disant, voilà, cette puissance d'énergie psychique, même si c'est un faux crop, les gens, une fois qu'ils viennent, c'est ça qu'on va détecter, ils détectent cette énergie. Et donc, tu as l'astrologique qui est venu sur ma vidéo, et qui est venu, entre guillemets, m'insulter, mais très vite partir sur le sujet médical en disant, vous, de toute façon, vous êtes des illuminés, vous êtes aussi les mêmes qui ne veulent pas vous soigner, qui veulent utiliser des plantes, des huiles essentielles, toutes ces fadaises, mais qui, quand vous êtes malade, courez chez le premier médecin et accourir vers à prendre des médicaments qu'ils vous donnent. Vous pensez soigner des cancers au son de la musique, et puis après, quand on vous déclare un cancer, vous acceptez la chimiothérapie, blablabla. Bla, bla, bla. Et attends, je me suis dit, mais attends, lui, pourquoi il vient sur ce sujet-là? Donc je l'ai un peu titillé, je l'ai titillé un peu beaucoup. Et donc, il a dit, ouais, de toute façon, tu veux faire quoi? Moi, je fais un contrat, et puis on s'inocule une maladie, et toi, tu te soignes avec rien, et moi, je me soigne avec la chimie. Je dis, ok, aucun problème, on y va. Donc, et au final, il n'a pas suivi. Tu vois, il n'a pas suivi. Mais pourquoi? Je me suis dit, pourquoi un photographe qui croit tout savoir? Bon, il ne croit pas au crop circle. Grand bien lui fasse. Il veut démontrer que c'est des faux. Grand bien lui fasse. Mais il n'a rien compris du tout à la problématique. Il vient nous chercher sur le médical. Et en fait, tous ces débunkers viennent sur le domaine médical. Et là, pendant cette pandémie, j'ai appris que l'OMS finançait des groupes de debunking dans le monde entier pour justement taper sur tout. Hein. Tu le vois, on tape sur les huiles essentielles, on tape sur l'immunité, on tape sur la vitamine C, on tape sur la vitamine D. Ils n'ont pas eu de chance. L'Académie des sciences de médecine a sorti une étude en disant que la vitamine D était bonne. Quoi. Alors là, et donc, ils ont créé les fake med, les no fake med, l'extracteur, qui est une pure création, hein, les no fake med, tous ces gens qui pensent tout savoir et en fait, ils savent rien. Oui, mais d'ailleurs, c'est une constante. Hein, on le voit bien, dès qu'il y a du debunking, souvent, on associe ça derrière aux antivax, quoi. Voilà, il y a le terme antivax qui vient sur le devant de la table. Il parle d'ufologie, mais parce que c'est un antivax. Il parle de chemtrail, mais parce que c'est un antivax, etc. Et très régulièrement, effectivement, on avait fait le constat. Il y a, voilà, on veut faire aussi l'amalgame avec les antivax. Et tu vois, je connaissais pas le rapport quoi, ce rapport comme quoi l'OMS payait des débunkers. Je suis limite pas étonné. Ouais.
vraiment pas étonné. Oui, donc juste parce que voilà, pour finir, comme tu l'as évoqué avec Umberto Molinaro, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un vrai crop circle? Est-ce que ça existe ou pas? Bien sûr, tu as les faux et les vrais. Et donc, tu as les faux qui sont faits par les humains, par d'extraordinaires crop circle makers, hein, des mecs qui font ça avec des logiciels de folie maintenant, accompagnés avec des drones. Ils sont capables de faire des figures hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. Et puis après, tu as les vrais. Distinguer le faux d'un vrai, c'est un peu difficile. D'ailleurs, quand j'avais fait l'étude là sur le crop circle de Saint-Hippolyte, à plusieurs endroits, je disais, tiens, là on dirait un vrai, tiens, là on dirait que c'est fait par des humains, un peu perturbé par ça. Et c'était assez rigolo parce qu'il y a un couple qui est venu et, euh, et ce couple, le type, il est soigneur, c'est-à-dire qu'il sent les énergies, quoi, hein. Et donc il était assez sympa. Et alors je dis alors, qu'est-ce que tu sens? Il fait, écoute, oui, il n'y a rien de particulier dans ce crop. Mais là, par contre, il y a une énergie de dingue, hein, de dingue. Il montre un endroit à quelques mètres. Je dis, ah bon? Il fait, bah tu la sens pas? Je dis, non, moi je sens rien. Il fait, viens, je t'emmène. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est? Il fait, c'est de l'énergie de la Terre, hein. Ça n'a rien à voir avec le crop. C'est une énergie qui est là, de la Terre. Et donc, en fait, il m'a expliqué que c'était un puits tellurique. Il m'a mis dessus, il m'a vraiment positionné avec les pieds. Et puis, là, tu pouvais pas tenir, hein. C'était un truc de fou. Tu es sur Terre, il n'y a rien. Tu pouvais pas tenir, hein. Je faisais comme ça. Alors, je lui dis, c'est sûr que c'est bon de rester là? Il fait, oui, sinon je ne t'aurais pas mis parce qu'il m'a expliqué qu'il y a des puits telluriques positifs et des puits telluriques négatifs. Je lui dis, tu penses à un rapport? Il fait, je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que le chem, dans le crop circle, il n'y a rien. Mais dans ce champ-là, il est assez fort. Et donc, moi, j'ai aussi entendu des histoires qu'il y a des gens, des crop circle makers, qui voulaient aller faire, qui avaient préparé les plans pour aller faire un crop. Et quand ils y sont allés le lendemain matin, eh ben, il était déjà fait. Et là, je peux te dire qu'ils n'ont plus jamais voulu en refaire un, parce qu'ils ont eu tellement les chocottes peur. Parce que souvent, ces gens-là, quand ils sont confrontés pour la première fois à des choses qui dépassent leur entendement, ils ont une peur bleue, mais complètement bleue. C'est comme celui qui se moque des fantômes, et un jour il voit un bruit dans une pièce de nuit, une porte qui claque, qui part à une vitesse, je te dis pas. Euh, et donc, je pense que les crop circles n'ont rien à voir effectivement avec les extraterrestres. C'est à voir avec toutes ces dimensions qui sont autour de nous et qui s'amusent de nous depuis de nuit des temps et qui aiment bien voir nos réactions. Ok. En tout cas, voilà, crop, faux crop, vrai crop. Une chose est sûre, tu l'as dit tout à l'heure, un crop, c'est une forme, il y a des ondes de forme, donc ça explique aussi beaucoup on va dire toutes les charges énergétiques qu'il y a autour de ça. Si on passait maintenant sur le sujet des chemtrails, Mm. parce que là aussi, alors pendant la pandémie, ce qui est intéressant, c'est que plus de mouvements d'avion, quoique, il en restait quelques-uns. Donc, pour toi, quelle est ta conviction sur les chemtrails? Mais là aussi, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements d'avion, hein. Tu as pu le constater toi-même aussi, Antoine, parce que dans une émission, je présentais le logiciel, l'application Flight Radar, pour suivre un petit peu les mouvements. Donc, effectivement, on était en confinement, il n'y avait pas d'avion dans la journée. Et puis la nuit, moi, c'est à travers le réseau TikTok, hein, que ma fille suit, parce que c'est plus Facebook ou YouTube, c'est TikTok. Donc la nouvelle génération, quand elle va arriver, elle sera toute sur TikTok. Adieu YouTube, adieu Facebook, il n'y aura plus rien, parce que je ne connais aucun jeune, moi, qui est sur Facebook. Et donc, sur les réseaux TikTok, ma fille me dit, mais papa, regarde, il y a des gens qui disent qu'à partir de 23 heures, parce qu'évidemment, comme il n'y avait pas école, les jeunes, les ados, 12, 13, 14 ans, étaient dehors. Et à 23 heures, ils disent qu'il y a des avions qui passent, ça fait du bruit, et après, ils sont obligés de rentrer à l'intérieur de la maison parce que ça pique, ils ont les yeux qui piquent, et ils toussent, et que ça sent mauvais. Enfin, ils disaient ça pue, quoi, mais bon. Et j'ai dit, ah bon, ben ça m'intéresse, ça. Et puis, effectivement, j'avais fait une publication dans la revue Communauté, et j'ai eu énormément de témoignages, quoi. Et c'est là que ensuite j'ai demandé à télécharger l'application Flight Radar. On a vu des choses très étranges, des mouvements très étranges.
Alors évidemment, en plus, on était en confinement, donc on ne pouvait pas dire que c'était des avions écoles qui tournaient. On avait quand même pour certains, il n'y avait rien, donc c'était clairement des avions militaires. Certains, c'était des avions militaires, mais avec le transpondeur allumé. Et d'autres, ils faisaient des tours assez bizarres. Et effectivement, j'ai eu beaucoup de témoignages, énormément. J'ai un dossier épais comme ça, soit de photos, soit de captures de flight radar, et cette odeur de soufre, de pourri, qui était assez persistante. D'où ça vient, on n'en sait strictement rien. Concernant les chemtrails, le Pentagone a admis le chemtrails. Bill Gates a admis les programmes de chemtrails. La NASA a admis les programmes de chemtrails. Les seuls qui continuent à dire que c'est juste des traînées de condensation, c'est les debunkers. Je crois qu'ils se mettent d'accord, hein, parce que là, vous ne pouvez pas être contre nous et contre le Pentagone, la NASA et Bill Gates. Hein, parce que les programmes de... Ensuite, maintenant, quand on va dans des documents déclassifiés de la CIA, ah oui, ça aussi, CIA, vous pouvez aller dans les documents déclassifiés de la CIA, vous avez quand même pas mal de rapports sur les ovnis, vous avez quand même beaucoup de rapports sur le paranormal, beaucoup de rapports sur le MK Ultra. Donc la CIA doit être conspirationniste. Et beaucoup de rapports sur les chemtrails. Enfin, pas des rapports comme quoi, mais sur tout ce qu'ils étudiaient par rapport au changement de la maîtrise du climat. Hein. Et ça se fait à travers les chemtrails. Du reste, qui n'a pas pris la photographie de deux avions volant à peu près à la même altitude, hein, l'un faisant toute fine traînée de chemtrails, voire pas du tout, donc de vapeur d'eau qui sortent, et l'autre, comment faire croire à quelqu'un, avec un peu de bon sens, qu'un avion qui passe laisse une traînée tellement immense qu'elle laisse toute la journée, là. Et puis vous avez vu toutes ces publications, vous avez des trucs assez bizarres comme ça, des arcs U8, il y en a eu plein là, qui ont été publiés tellement. Aucun avion n'est capable de faire ça. Aucun avion n'est capable de faire ça. Et là, on les entend plus trop, les debunkers, parce qu'eux qui ont réponse à tout, même sur ça, ils peuvent pas dire ah bah oui, mais attends, c'est un drone. Oui, ça pourrait être un drone, ouais. Bon, qui va s'amuser avec un drone pendant le confinement à faire des 8 et des triples, c'est juste pas possible. Et puis cette odeur qui prenait la gorge. Et pourquoi tous ces avions de nuit? Où allaient tous ces avions de nuit? Pourquoi aucun journaliste ne s'est pris la peine de se dire, mais effectivement, il y a un trafic intense la nuit? Ça, on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais à un moment donné, il faudrait que les journalistes fassent leur boulot. Il y en a qui le font, mais ils sont très peu. Et très clairement, on n'est plus sur cette période, cette époque où il y avait des vrais journalistes d'investigation et qui posaient des vraies questions au risque de perdre leur emploi, de toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, ce journaliste, j'ai l'impression que c'est resté dans les clous pour pouvoir avoir sa fiche de paye à la fin du mois et surtout pas faire de vagues. Mais encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac et puis on en reparlera tout à l'heure. Allez, on va encore prendre deux sujets pour faire vraiment le tour de ton univers. Et puis, jusque-là, moi, il y a rien qui me choque dans tout ce que tu as pu dire et tout est vérifiable, encore une fois. On va parler de Linky et ensuite de la 5G. Linky, tu as fait aussi au moins 2 émissions, je crois, dessus, sur ta chaîne. Pour toi, on en est où là aujourd'hui par rapport à Linky? Est-ce que c'est si nocif que ça? Ou est-ce que tout ce qui a été, toutes les découvertes qui ont été faites, elles sont avérées? Quelle est ta position là-dessus? Tu sais, il y a des gens qui peuvent manger une fraise et puis c'est mortel pour eux. Hein. Ça s'appelle des allergies, il faut faire très attention. D'autres des arachides et d'autres peuvent bouffer des tonnes de fraises et rien à voir du tout. Moi, je pense pas, je persiste, je signe parce que j'ai entendu des émissions, la 5G, il y a un truc invisible, un rayon invisible qui tue les gens, Linky c'est fait pour tuer les gens. Non, c'est pas fait pour tuer les gens. On veut toujours faire une maîtrise technologique. Ces grands multinationales, elles veulent faire du pognon. Après, c'est pas parce qu'ils mettent au point une technologie qu'elle ne peut pas avoir d'effets néfastes. Hein. Donc, comme je l'ai expliqué dans mes 2 émissions, l'une qui s'appelle La vérité cachée du Linky, ou tout ce que vous avez voulu savoir sur le Linky, je ne sais plus. Donc là, effectivement, il y a des gens qui peuvent être sensibles, parce qu'on l'a entendu avec
les appareils, ça émet des ondes saccadées. Et donc là, c'est comme la fraise. À certains, ils sont électrosensibles à ça, ils ne supportent pas ça. Et d'autres, ils s'en foutent. Ils pourront vivre peut-être 50 ans à côté d'un boîtier de Linky et il ne se passera rien. Linky, c'est fait pour accumuler des données, quoi, être très précis dans la consommation d'électricité, parce qu'il faut dire que les compteurs électromécaniques qu'on avait avant n'étaient pas du tout précis. Donc au départ, on a entendu beaucoup de choses fausses sur Linky, qui a une caméra de vidéosurveillance, blabla, que les factures allaient exploser. Bon, les factures n'explosent pas, honnêtement. Elles sont même un petit peu plus basses que la moyenne d'avant. Il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance, mais le Linky va devenir un véritable espion chez vous, surtout avec tous les connecteurs qu'il a de libre. On va pouvoir savoir à quelle heure vous allumez votre café, votre cafetière, à quelle heure vous faites votre linge, à quelle heure vous faites. On vous dit, ouais, mais ça sert à quoi tout ça? C'est les big data. C'est comme le type qui n'avait pas compris à l'époque quand Facebook s'est mis à la bourse en disant, mais pourquoi moi je vais acheter Facebook? Il a dit que ça sera toujours gratuit, quoi. Ouais, quand c'est gratuit, c'est que la donnée, c'est vous. Le produit, c'est vous. Et tout savoir sur vous, c'est le big data. Et ça, c'est une science en pleine explosion. Et le big data va aussi se retrouver sur savoir tout ce que vous faites grâce à la 5G. Parce que plus c'est précis, vous avez compris maintenant avec mon émission avec mon ami Nicolas Negri, que la 5G va vous suivre à la trace. Partout, on saura tout sur vous. Vous allez passer, on va savoir que vous aimez je sais pas moi, des hamburgers. Quand vous allez passer devant quelqu'un qui vend des hamburgers, vous allez avoir votre appli. Coucou, regarde là, il y a un succulent hamburger avec la publicité, la photo la mieux faite d'un hamburger qui va vous donner l'eau à la bouche, même si vous n'avez pas faim. Et ça sera partout. Pour tout, ça sera pareil. Mais évidemment, ça peut avoir des effets néfastes sur des gens qui sont sensibles. Donc, il y a des moyens de contrer ces ondes. C'est des ondes de forme. Donc, on est capable de mettre des appareils pour contrer ces ondes de forme. Ça, c'était l'émission avec mon ami Jean-Paul, où on mettait derrière le Linky un filtre. Ça coûte 180 euros. Vous le démontez, remontez chaque fois que vous déménagez sans aucun problème. Et lui, il va supprimer ces ondes qui font tac, 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 qu'on entend très bien dans la vidéo que j'ai faite avec Nicolas, et qui sont néfastes. Et ensuite, la 5G, c'est fait pour tous les nouveaux métiers, tous les nouveaux applicatifs qui n'existent pas encore aujourd'hui, dont vous ignorez complètement. On commence à comprendre la voiture autonome, on commence à comprendre la reconnaissance faciale partout où vous êtes. Plus, ça a besoin d'énormément de data pour ça. Pour fonctionner, il ne faut pas croire qu'on a inventé la 5G pour que vous puissiez télécharger votre film favori en 1,7 secondes à la place de 12 secondes. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une technologie qui va vous permettre en plus de faire des échanges au niveau crypto-monnaie à la vitesse, des vitesses beaucoup plus importantes. Maintenant, une fois qu'ils ont créé ça, effectivement, comme vous avez compris, il y a un problème de fréquence. On s'approche sur des fréquences des cellules humaines, on s'approche des fréquences de l'eau, on s'approche des fréquences de l'oxygène, et ça peut avoir des effets néfastes. Donc eux disent ah merde, oui, mais nous on n'a pas le choix parce qu'il reste plus rien, on s'en fout. Et donc ça peut causer des dommages. Mais comme la 4G et la 3G et surtout le Wi-Fi, parce que moi j'arrêtais pas de dire pourquoi vous vous intéressez à la 5G, puisque la 5G 26 GHz n'est pas encore autorisée en France. Mais par contre, le Wi-Fi 6 GHz est déjà autorisé, et surtout 5 GHz, qui est un petit peu partout maintenant installé. Il est beaucoup plus puissant. Et les personnes disent rien. Et en plus, non seulement il est beaucoup plus puissant, mais dans un appartement, vous pouvez être en contact avec une vingtaine de box avec du 5G. Donc, c'est complètement abominable pour les personnes qui deviennent électrosensibles. Donc, comme il y a des personnes qui sont devenues très allergiques, alors qu'avant, personne n'était allergique à rien, mais les dérèglements, toutes les saloperies, tous les additifs qu'on met dans la nourriture font que, progressivement, plus toutes les saloperies que l'on met dans les vaccins, font que les personnes sont devenues allergiques à plein de choses. Ça, c'est la mauvaise alimentation industrielle, avec tous ces conservateurs, tous ces additifs, ces exhausteurs de goût qui font que maintenant, les pauvres, tu as des gamins qui deviennent vite allergiques, soit à la pomme, soit à la fraise, aux arachides. Moi, je connais des amis à ma fille, mais c'est terrible, quoi. Faut qu'ils fassent vraiment, lisent toute la notice par cœur,
pour voir s'ils peuvent manger un aliment ou pas. Il faut faire très attention dans les cuisines scolaires parce que ça peut provoquer une mort. Hein. Donc ça, c'est très, 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 très dangereux. Ben, peut-être que demain, toutes ces ondes, quand elles vont commencer à attaquer, à être les cellules humaines, l'oxygène humain va commencer à vibrer parce que on est dans les mêmes types de résonance de cette 5G qui va arriver à 26 gigahertz, il va y avoir des effets nocifs. Mais comme il y a des effets nocifs déjà aujourd'hui, en ayant son iPhone à la tête, surtout les enfants avec des écouteurs. On avait aussi vu dans l'émission que le Bluetooth n'est pas si inoffensif que ça, et ça va provoquer des lésions. Le problème, c'est que là, on n'est pas dans le domaine de l'allergie, on est dans le domaine des cancers, des maladies longues, et que ça va se développer dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans. Il va y avoir une explosion de cancers phénoménaux liés à ça. Donc il faut faire très attention. Mais il aurait fallu commencer à faire des études déjà sur le Wi-Fi et des études déjà sur la 4G. Donc là, maintenant, ces études n'ont pas été faites. On va prendre beaucoup de retard parce que rien que maintenant pour trouver des instruments de mesure, pour mesurer les effets, hein, là où il y en a de cette 5G à 26 GHz, on va perdre encore un temps fou. Et donc là, c'est dommage. Et sur cette 5G, on t'a pas mal attaqué là, ces derniers temps. Parce que, alors d'un côté, tu as les débunkers qui viennent te débunker, mais de l'autre côté, tu as ceux qui suivent tous ces sujets et qui ne comprenaient pas pourquoi Sylvain Trocta ne traitait pas du sujet de la 5G. Alors, comme ton métier, ton cœur de métier, c'est de faire de la téléphonie par IP, donc de suite, on t'a limite traité, je crois que même tu as eu plusieurs fois, on t'a traité d'agent du gouvernement, d'agent de la matrice. Voilà, bon. La chose est faite, regardez sur la chaîne de Sylvano, ça y est, tu as lancé, comme tu l'avais dit d'ailleurs, hein, tu avais dit que tant que tu n'avais pas suffisamment d'éléments, t'en parlais pas, parce que tu ne traites pas des sujets pour en traiter, tu traites des sujets que quand vraiment il y a quelque chose à dire. Et là, tu es en train de lancer toute une série de vidéos sur cette 5G. Je suis ravi de savoir que je suis un agent du gouvernement. Alors moi, je suis dans les télécoms, effectivement, mais bon, moi, je vends principalement de la fibre optique, je m'en fous du tout. Qu'un client veut me prendre de la 3, la 4, la 5G, je m'en fiche. La fibre optique, c'est 90% de mes ventes aujourd'hui. 8%, c'est à peu près le cuivre encore, hein, parce qu'il y a des liens où on vend du VDSL, du XDSL, donc ça, c'est du câble cuivre. Mon Dieu, la mobilité, c'est le client qui veut aussi mettre sa flotte de mobile, parce que je connais aucun client qui veut son infrastructure télécom sur une base 4G ou 5G. Hein. Ça, j'ai encore jamais vu. Donc après, s'il veut mettre sa flotte de mobile dans le schéma de faire un groupe fermé d'utilisateurs dans tout son appareillage d'entreprise, oui, alors qu'ils prennent un abonnement 3G, 4G, 5G, qu'est-ce que j'en ai à faire? En plus, après, je ne suis pas vendeur d'appareils. Hein. Les appareils, c'est eux qui se les achètent. Je n'ai qu'une envie d'aller acheter un appareil Apple, gagner 5% de marge, c'est la marge que Apple nous laisse pour le vendre au client. Il l'achète directement et il aura, lui, 10% de remise chez Apple en tant que professionnel s'il ouvre un compte professionnel. Donc, je ne suis pas vendeur de mobile. Je m'en fiche complètement. Et puis, j'ai entendu tellement d'âneries sur la 5G, sur le Linky, par les mêmes qui m'ont attaqué. Donc, Linky, il y a des caméras de vidéosurveillance, et puis la 5G, il y a un rayon tueur dedans. Maintenant, je ne sais pas qui c'est qui a l'air bête. Hein. Alors, par contre, sur effectivement, ces rumeurs comme quoi tu es un agent du gouvernement, ça peut aussi s'expliquer sur le fait que, malgré tout, tu es quand même quelqu'un d'atypique, parce que tu es chef d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise, je crois même qu'on peut les compter sur peut-être les 3 doigts de la main, qui ont leur chaîne YouTube pour pouvoir traiter des sujets que tu traites. Tu es à visage découvert, tu as ton nom, prénom, qui sont ceux de ton état civil. Les gens connaissent le nom de ton entreprise. Donc déjà, voilà, les gens se demandent, mais comment est-ce qu'il fait pour bosser toute la journée, faire des vidéos, produire, lire, communiquer, etc. Comment est-ce
Voilà, comment est-ce que tu fais pour faire tout ça dans une seule journée? Et puis, d'un autre côté, comment tu fais pour pas perdre de clientèle? Parce que parfois, la bêtise humaine est peut-être incommensurable et les gens, par peur, se disent oh non, il a parlé d'OVNI, allez, je passe chez un autre fournisseur. Voilà, comment tu arrives à gérer tout ça? Alors, oui, c'est rigolo. Alors déjà avant ça, même avant d'avoir une chaîne YouTube, quand j'allais dîner avec des clients, évidemment, moi, j'ai pas créé la chaîne YouTube, et les patients ne sont pas venus quand j'ai créé ma chaîne YouTube, donc ils étaient déjà là avant. Donc en fait, quand j'allais déjeuner avec des clients, on parlait ufologie, paranormal, vérité cachée, 11-9, 11-9, j'en ai fait des repas sur le 11-9, je peux te dire. C'est juste énorme, quoi. Maintenant, il y a même des clients, des fournisseurs qui me disent Sylvano, on traite une affaire, on fait ci, ça. Et après je t'invite à déjeuner et puis tu me racontes des histoires. Hein, donc, tu vois, donc ça, j'ai l'habitude. Non, je te rassure, je n'ai perdu aucun client, j'en ai gagné beaucoup. Hein, parce qu'ils disent ouais, sur LinkedIn, sur mon réseau professionnel, oh là là, ça a explosé, quoi. Les messages d'encouragement que je reçois de patrons, d'autres patrons, mais c'est juste hallucinant. Donc, tu vois, quand on parle sérieusement des choses, quand on n'a pas peur, moi, j'adore l'esprit américain pour ça. Hein. Tu rencontres quelqu'un aux États-Unis, hey, il te dit si votre démocrate ou républicain, chez eux, c'est limité sur toi deux choix, combien il gagne. Mais c'est un truc de fou. Tout, ils disent tout. Ici, en France, c'est tout hypocrite. Tu ne dois pas dire quel parti tu votes, tu ne dois pas dire combien tu gagnes, tu ne dois pas dire si tu es catholique ou ainsi de trucs. Mais c'est un truc, tu as le droit de rien dire. Le français, l'italien aussi, hein, parce que c'est hypocrite. L'ancienne Europe est hypocrite. Et aux États-Unis, ils parlent de ça librement. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on parle librement sur les grandes chaînes d'ufologie, de tout. Voilà. Et en France, non, on s'en moque. Et donc, comment je fais? Moi, j'ai toujours été un lève-tôt. Alors ça, j'ai la chance. J'ai toujours été un lève-tôt, jamais sans réveil. Donc, à 5 heures du mat, moi, je suis debout. Je lis la presse, mais ça a toujours été. Hein, ça a toujours été. Et donc, c'est tout simple. Hein, quand il y a un article qui est intéressant, pof, copier-colle, copier-colle, copier-colle sur une page. Je m'envoie ça en Outlook. Et puis, et ben après, je vais au bureau, je bosse. Et après, je m'appose entre midi et deux. Surtout pendant le confinement. Hein. Aucun resto possible, aucun client en vue. Donc, j'avais un peu plus de temps parce qu'il fallait quand même que je bosse parce que j'avais quand même beaucoup de clients hospitaliers. Et la vie continuait, hein, malgré tout. Fallait pas que ça tombe. Rassurer les différents collaborateurs, être patron présent, recevoir les livreurs, parce que eux, les livreurs, ne nous ont pas lâchés. Et vive les livreurs. Je vous fais des bisous à tous. Et donc après, entre midi et deux, donc j'avais le temps aussi de faire une revue de presse et de faire rapidement une émission. Franchement, il n'y a pas une émission qui m'a demandé, tu sais, moi, j'ai pas, c'est mon iMac, hein, c'est iMovie, j'ai pas de micro professionnel, j'ai pas de caméra professionnelle, j'ai pas besoin de faire de montage, j'enregistre, iMovie, copie-colle, ça va à une vitesse phénoménale. Et quand tu prends le pli, surtout, ça va très vite. Et donc, je parlais des sujets que j'avais repérés, surtout des US et de l'Italie, soit du matin, soit entre midi et 1 heure. Voilà, après je rebossais, et puis je publiais soit dans l'après-midi, soit dans le soir. Et puis voilà, puis le soir, je ne regarde pas la télé non plus. Hein. Donc le soir, quand même, je m'occupais de ma fille, c'est de voir, parce qu'il y a quand même assistance à l'école, elle avait plus ses repères. Les gosses se sont très bien adaptés maintenant, surtout depuis le déconfinement, ils ont pu aller voir leurs copains-copines. Le soir, c'est de aller 20h30, 21h jusqu'à minuit, 1h aussi sur les news, la presse, voilà, jusqu'au matin, 5h. J'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Et puis pendant 2 mois, j'avais le temps, même si là maintenant je souffre un peu, hein, parce que beaucoup ont pris l'habitude que je fasse une vidéo par jour. Par exemple, celle d'hier, elle fait 14 minutes. Elle m'a pris une demi-heure à faire, hein, en tout, ça m'a pris une demi-heure. Voilà. Et si on enlève euh, la télé, coupez la télé chez vous à la maison, coupez-la, vous allez voir le temps de liberté que vous allez retrouver, et coupez la radio aussi, hein, parce que c'est pareil, hein, c'est le même média. Euh, Résilier votre abonnement papier du journal, c'est le même média. De toute façon, les informations que vous lisez dans la presse papier, la presse, la radio ou la télé, c'est la même chose. Donc, vous supprimez ces trois-là, vous allez retrouver beaucoup de liberté et beaucoup de temps pour vous, pour faire vos propres recherches.
hein. Pas uniquement les miennes, parce qu'il y en a qui râlent maintenant parce que je fais plus de vidéos le week-end en disant mais il est passé où Sylvano? Eh non, attends. Moi j'ai envie que ça se termine et retrouver mes sujets de prédilection. Alors heureusement, j'ai plein de clients, plein d'abonnés qui disent ah vivement que tu nous reparles ufologie, paranormal, tout ça, tout ça. Bon, moralité d'histoire, tu n'es pas un agent du gouvernement ni de la matrice, ou alors tu joues super bien ton jeu, et je me suis fait berner. Et ça servirait à quoi si j'étais un agent de la matrice et du gouvernement? C'est dans quel but? C'est juste comme ça, quoi. C'est ça. Ah, En fait, c'est ça. Il faut toujours se poser la question, mais derrière, ce serait quoi le but? Ce serait quoi l'objectif? À quoi servirait le crime? Voilà. oui. Parce que par contre, de l'autre côté, leur objectif, on commence à les entrevoir. Et là, par contre, les agents de la matrice, si matrice il y a, on ne parlera pas de la matrice aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Ils sont peut-être là. Alors, ce que je te propose, Sylvano, parce que là, pour le coup, on a déjà passé une bonne heure et demie à parcourir tous ces sujets donc, qui font ta chaîne. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu découvrir cet univers très riche de Sylvano. Je vous rappelle, hein, il y a 222 vidéos à voir. Si vous en avez vu 90 pendant le confinement, il vous en reste encore 130 à regarder sur tous ces sujets-là. Et vous allez vous régaler. Moi, ce que je te propose, eh bien, on va finir cette émission, mais en comité restreint, parce qu'on va aller parler un peu plus du Covid, mais cette partie-là, on va la réserver à Génération Cité d'Or numéro 5, parce que enfin, et il y a beaucoup de personnes qui le réclamaient, tu vas nous faire l'honneur de nous faire un petit papier dans ce magazine. Et donc, on va parler de ce traitement de la fausse information, de la fake news pendant le Covid, et qu'est-ce qu'on doit retenir de ce sujet-là. En tout cas, Sylvano, eh bien, je te remercie d'être revenu un petit peu à la maison, nous parler de tout ça, refaire ce point sur ces derniers événements. J'espère comme toi que tout ça va se terminer, parce que voilà, on a envie de profiter de nos week-ends et puis de nos vacances. Et puis, on va se retrouver très bientôt. En tout cas, on va te retrouver très bientôt sur ta chaîne, parce que dans tous les cas, tu continues à suivre et l'actualité et tes sujets de prédilection que l'on a abordés pendant toute cette émission. Mais oui, mais c'est un grand plaisir que j'ai eu de faire cette émission avec toi. Qu'est-ce que ça me fait du bien d'être interviewé. Besoin de rien préparer. Pas de montage à faire, rien, tout est nickel. Pas de montage à faire, rien du tout. Ok, bon, en tout cas, merci Sylvano. Donc, vous pouvez retrouver Sylvano sur sa chaîne Sylvano Trotta. Là, cherchez pas sur Google, hein, ils vous donneront pas de lien, donc allez directement sur YouTube ou sur d'autres moteurs de recherche. Et puis, bien, nous, on vous retrouve sur Miasme TV très prochainement. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous Sylvano. Bye bye.